franchement, ça se jouait à pas grand-chose. Les trois autres se sont peut-être un petit peu regardés aussi, ce qui a fait que ceux de derrière ont pu rentrer. Mais voilà, pour moi, en tout cas, Almeida est un poil en dessous. Enzo, on a eu quand même des bonnes surprises sur ce blockhouse, notamment du côté des seniors. Voilà, Pozzo Vivo, Nibali, Valverde. Les Ouais. trois sont dans le top 10. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur ces performances? C'est marrant, c'est un truc dont je voulais parler. Est-ce que vous avez vu que dans le top 10, il y a trois presque quarantenaires, enfin, dont un bien, la quarantaine bien tassée. Pozzovivo, 39 ans, et Nibali, 37 ans. Et les trois sont, ouais, je crois le dernier des trois, c'est qui, c'est Valverde, 9e ou un truc comme Ouais, ça, Ouais, neuvième, ouais. si je dis pas de bêtises. ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, c'est ça. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont particulièrement bien préparés? Est-ce que ça veut dire que c'était une ascension où l'expérience primait, c'est-à-dire ne pas suivre spécialement toutes les attaques, pas être trop chien fou, mais grimper à son rythme? Parce que Almeida fait très bien, par exemple. De toute façon, il n'a pas le choix parce que lui, les changements de rythme, je sais même pas s'il en est capable. Mais c'est un grimpeur à la Dumoulin, quoi, on va dire. Quand Dumoulin gagne son Giro, à chaque fois dans les attaques, on croit qu'il est largué et il revient, c'est Terminator. C'est impossible de le décrocher. Et ouais, non, mais c'est vrai que voir les trois papis dans le top 10 d'une étape comme celle-ci, parce que on parle du blockhouse, mais il n'y avait pas que le blockhouse aujourd'hui. Hein, c'est 5000 mètres de dénivelé positif. C'était C'est vrai. Alors, du côté de Sosa, c'est même ce que disait Valverde, qui était là pour aider Sosa à rentrer dans le top 10. Bon, Sosa a complètement craqué et c'est encore une fois Valverde qui sauve un peu les meubles du côté de la Movistar. Tu t'y attendais à cette défaillance de Sosa, toi, ce matin? Ah, ce matin, oui, parce que depuis le début du Giro, il est globalement quand même à la rue. Sosa, entre son chrono qui était absolument pitoyable, même pour un roller aussi nul que lui, réussir à perdre 1 minute 30 sur 9 km, fallait quand même le faire. Bah, Fortunato avait On sent réussi depuis le aussi, début, quoi, hein. même Fortunato avait fait mieux. Non, Euh, ils sont 161 et 162 sur le chrono. oh, quelle déception Fortunato. Mais non, mais voilà, genre, sur ça, voilà. Enfin, je m'attendais ce matin à ce qu'il soit au niveau de Fortunato et Lopez aujourd'hui. Voilà, ça m'aurait pas surpris. C'était le Ouais. niveau auquel je m'attendais vu ses performances depuis le début du Giro. Bon bah qui perdent plus de 4 minutes, c'est clair que là par contre c'est une grosse déception. Ouais, Mais ça il confirme finit avec finalement le une fait arcada. que si il a des talents en montagne, mais bah, il n'y arrive pas sur un col. Dès que le col dure un tout petit peu, il n'y arrive pas. Et je voulais juste revenir sur le trio de vieux là qui nous surprend aujourd'hui. Il y a un élément à prendre en compte, c'est peut-être la chaleur aussi. On sait que la chaleur sourit quand même un peu plus aux vieux coureurs que le froid. Le froid est souvent pour les vieux, c'est terrible. Et à Valverde, on est le meilleur exemple. Hein. Dès qu'il fait froid, il n'y arrive plus du tout. Donc c'est peut-être ça aussi qui a joué et qui a favorisé le fait que Pozzovivo, Nibali et Valverde aient performé aujourd'hui. C'est le fait qu'il faisait vraiment très chaud. C'est vrai Ça peut être un élément à prendre en compte et qui peut jouer dans 2 semaines quand on sera à 2000 mètres d'altitude. c'est vrai qu'à l'Etna, il faisait moins chaud et que Nibali et Pozzovivo ont été lâchés lors de l'ascension. Après, c'était aussi une ascension beaucoup plus roulante et finalement, où il fallait emmener beaucoup plus de watts, ce qui a aussi pu les pénaliser. Euh, C'est aussi le lendemain de jour de repos, donc c'était pas c'est vrai, forcément remettre la c'est machine en possible. marche, c'est pas à toujours gérer. facile pour certains. Parce qu'il y avait en plus surtout la journée de repos, c'était la journée de déplacement entre Budapest et Messine. Hein. Mhm. Il y a eu le voyage, les transferts. C'était pas, je pense pas que les vieux ils ont apprécié cette journée de repos pas vraiment reposante. Quoi. Alors ouais, Ouais, c'est vrai. pour terminer juste sur cette étape, il y a un autre revenant qui revient au premier plan, enfin deux revenants même, de l'équipe Bora. On a évidemment Emmanuel Bourman, voilà, qui était à la rue depuis, enfin pas de chance, en 2020 il avait chuté alors qu'il paraissait en très bonne forme sur le Dauphiné libéré. Et puis Jay Hindley qui lui aussi revit, on ne l'avait pas vu à un pareil niveau depuis le Giro 2020, ça fait presque 2 ans. Enzo, qu'est-ce que tu en penses toi de cette performance? Est-ce que tu penses que Hindley a gagné le leadership chez Bora? Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont toujours sur leur stratégie à plusieurs leaders. Parce que tu regardes même Kamna aujourd'hui, une fois qu'il a compris qu'il pourrait pas avoir le rose, il aurait pu complètement se relever et finir avec son quart d'heure tranquillement, faire tourner les jambes et viser le maillot bleu. Aujourd'hui, il finit à 4 minutes 30, je crois, donc c'est beaucoup.
mais c'est à une portée d'échappée près de revenir dans le top 5. Il va essayer d'aller chercher son maillot rose. Hein. C'est possible. Après, j'ai du mal à voir comment il va pouvoir aller le chercher. Parce que là, il commence à être un petit peu loin, mais en tout cas, il reste toujours pour la Bora positionné pas trop loin au général. Pour au cas où lui, il arrive à prendre une échappée qui va au bout, derrière le peloton s'entend pas trop, aucun des leaders veut rouler, il peut récupérer 1 ou 2 minutes et très vite être replacé comme ça. Donc je suis pas sûr qu'on va faire un all-in Hindley pour l'instant, ou un all-in Bourman, mais je pense qu'on va garder ces trois-là un petit peu sous le coude en disant bon, faites votre course, essayez toujours quand même de finir pas trop loin, même si vous êtes décroché, genre débranchez pas complètement. C'est mon avis, après je peux me tromper, mais pour moi, Kamna aujourd'hui, c'est comme ça qu'il a fini son étape. Autrement, il aurait pu finir très très loin et c'est plus un problème, il prend toutes les échappées pour aller jouer le maillot bleu. C'est vrai que c'est une stratégie que va peut-être adopter Bora. D'ailleurs, il y a la Type 37 qui nous dit au-delà du Giro, 2022 semble être l'année des revenants, des comebacks. Pas pour tout le monde, c'est vrai qu'il y en a qui ont du mal, comme Dumoulin, mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de coureurs qui reviennent au premier plan, dont Hindley et Bourman. Alors il y a JB, il y a Inigo Web qui nous dit Hindley c'est surprenant, je suis pas sûr que ça tienne sur la longueur. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il me semble que toi tu crois pas mal en Jay Hindley, donc tu le vois plutôt tenir toi. Oh bah moi je suis pas très inquiet sur le fait qu'il tienne sur les 3 semaines. Alors on peut tout à fait avoir un jour sans et craquer, je veux dire ça peut arriver vraiment à n'importe qui au-delà même de qualité pour tenir sur 3 semaines, mais les qualités pour tenir les 3 semaines il les a, ça y a aucun doute là-dessus. C'est un vrai candidat au podium aujourd'hui, plus encore que Bushman dont cette 7ème place aujourd'hui en étant derrière le groupe des favoris est quand même la meilleure performance en montagne depuis quasiment 2 ans. Maintenant Bushman, c'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier son Giro de l'an dernier, où il faut pas oublier qu'il était 6ème du général après 14 jours de course, donc c'est vrai. C'est malheureusement, Bushman, depuis le Tour 2019, on a quand même un peu l'impression qu'il lui arrivera forcément quelque chose pendant l'épreuve. Oui, soit une chute, soit une défaillance, soit quelque chose. Et ce qui fait que c'est un peu plus de mal à le voir tenir 3 semaines que Jay Hindley, qui est pas un poissard de service quoi. Ces dernières années. Il a connu une saison 2021 compliquée parce que c'était un peu l'année post Giro qui manque de gagner de peu en perdant le rose le dernier jour dans le chrono, donc ça a été compliqué je pense mentalement à gérer 2021, mais son année 2022, son début de saison est convaincant et je pense qu'il y a vraiment moyen que ça soit la grosse surprise de ce Giro et qu'il soit à la lutte pour le podium jusqu'au bout. Alors maintenant qu'on a fait bien le tour de l'étape du blockhouse, on va passer un petit peu au classement général. Donc évidemment la bonne surprise du jour, Enzo, c'est Juan Pedro Lopez qui parvient à sauver son maillot. On s'y attendait pas forcément. J'avoue que moi, personnellement, je pensais pas qu'il puisse résister à ce point-là. Et il a fait une super performance. Hein. Juan Pedro Lopez, il est fini 15e à 1 minute 46. Ah oui, non, c'est... Quand tu sais la transition et que ton... C'est pas possible. Rose, pas pour Ciccone. À partir du moment où il pète, tu ne la pas. De toute façon, ils sont pas ses équipes 15-20 minutes, ça change rien. Par contre, Lopez, il a eu le maillot, Ciccone, et je l'étouffe avec son coussin. C'est pas possible. Alors, je dis Ciccone, c'est pas lui qui est dans la voiture avec le directeur sportif. Aussi, les gars, t'aimes bien, désolé, mais on a un maillot rose à protéger, donc on tente, tu vois. Et là, l'abandonner comme ça tout seul, le Lopez, surtout qu'en plus il tombe. Imaginons, quand il déchauffe dans la montée, imaginons il prend un plus gros écart à ce moment-là, il n'arrive pas à se remettre dans les roues du groupe de devant lui. Il le garde pas, son maillot rose, peut-être pour 10 secondes. Ils ont eu beaucoup de chance aujourd'hui. Vraiment beaucoup de chance. C'est vrai. Mais ce qui sauve la Trek, c'est entre guillemets d'avoir eu quelqu'un pour rouler avec lui. Mais c'était pas un Trek, c'était un équipier, mais un ancien équipier. C'est heureusement qu'il est tombé sur Fortunato, qui roule à peu près au même tempo que lui, et c'était des anciens coéquipiers chez Cometa avant, et du coup ils se sont tous les deux aidés, et c'est ce qui sauve le maillot aujourd'hui, très clairement. Ah, oui. S'il a encore le maillot rose pendant la journée de repos, il peut le filer à Fortunato demain. En souvenir. Non, je suis d'accord, mais après. Demain, et Fortunato lui rend mardi. C'est ça. Non, mais la chance qu'il a, oui, c'est que Fortunato a décidé cette année de se tester face aux meilleurs. Alors il fera peut-être pas top 10, il fera peut-être pas top 15, mais au moins il a dit
qui voulait voir ce que ça allait donner. Donc aujourd'hui, il a roulé. Même quand il a pété, Fortunato a roulé. C'est peut-être aussi parce qu'il aime bien Lopez et dans un certain équipier, mais c'était aussi pour lui pour voir Oui, ils avaient au bout de 3 semaines jusqu'à la directement. Ouais, D'ailleurs, tout à fait. tout à l'heure, vous parliez de Kamna qui n'a pas lâché. Je suis pas certain, moi, pour ma part, qu'il n'est pas à 100% lâché parce que il était quand même lâché au même moment que Juan Pedro Lopez ou Fortunato et il prend 3 minutes derrière. Non, mais Est-ce qu'il il a lâché quand même. Il a quand même lâché. il a Oui, 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 lâché oui. un peu Non, mais pour rester à une distance voilà, correcte, à portée de fusil, mais sans non plus tout donner pour finir avec les autres. Parce qu'il finit à hauteur de Ivan Sosa qui décroche bien avant. ouais, mais Oui, tu non, vois, mais en fait, l'écart qu'il a au général aujourd'hui, Kamna, qui est de, c'est quoi, il est pas si loin. En fait, il est à 3 minutes 26 au général C'est ça. de Lopez. C'est rien. Enfin, c'est quelques défaillances devant lui et c'est une place dans le top 10 qui se libère très facilement. Donc pour moi, il aurait pu se laisser complètement décrocher. C'est juste que là, pour moi, il a juste géré sa fin de montée pour pas non plus se faire exploser, finir dans le rouge et peut-être perdre encore plus de temps s'il se faisait sauter le caisson. Alors, il y a une équipe qui est un peu malchanceuse depuis le début de ce Giro, c'est la Bahrain Victorious, notamment Pello Bilbao qui a chuté en début d'étape et Mikel Landa qui visiblement a chuté dans la descente très clairement. du col. Ouais. Voilà, Pello Bilbao qui réussit à limiter la casse et qui est encore 10e à 1 minute 22. C'est beau avec une chute pareille, non JB, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, je pense que honnêtement, ce dimanche, la Bahrain Victorious a connu 2 miracles. Vraiment. Hmm. C'est-à-dire que Bilbao, vu sa chute, doit abandonner tous les jours. Et Landa qui chute avant le blockhouse et qui ne perd pas 20 minutes, c'est un miracle. Je rappelle que Landa, en 2017, la dernière fois que le blockhouse vient, c'est là où il perd toute chance de gagner le général parce qu'il chute avant le blockhouse. Il refait la même chose cette année. Il refait le blockhouse. De jouer Landa et faire un grand tour sans qu'il lui arrive. Vraiment, ils sont très très bien aujourd'hui. Très très bien. En plus, Bilbao saute vraiment très tôt. Et finalement, bah, ils imitent parfaitement la casse. Donc, ils ont encore leurs 2 cartes pour le général. Maintenant, va falloir espérer aussi quand même que l'équipe autour soit un peu au niveau. Parce que il y a quand même Bilbao, quand il se fait sortir du groupe des favoris, il restait Pouls pour l'aider, il restait plus personne autour de Landa. Et Pouls a dû faire à peu près 50 mètres avec Bilbao avant d'être distancé. Donc, vu l'équipe qu'ils avaient sur le papier quand même au départ, c'était assez décevant collectivement aujourd'hui. C'est vrai. Alors en plus, la journée de repos risque de pas vraiment être agréable pour Bilbao. On sait que c'est souvent le lendemain qu'on commence à ressentir des douleurs. Voilà, quand le corps se refroidit. Donc voilà, heureusement pour lui, les 2 premières étapes du retour, mardi et mercredi, sont assez faciles. Même jeudi, l'étape a été changée et n'est pas si dure que ça. Elle devrait plutôt sourire à un baroudeur. Donc il a normalement le temps de se remettre un peu dans le rythme, Pello Bilbao. Il y a une autre satisfaction, évidemment, au classement général, c'est la 6e place de Guillaume Martin. Alors le paradoxe, c'est que Guillaume Martin n'a pas fait un seul top 10 sur l'Etna ou sur le Blockhouse, mais grâce à l'échappée d'hier, le voilà 6e. Qu'est-ce que tu imagines, toi Enzo, pour la suite du Tour d'Italie de Guillaume Martin? Sincèrement, je sais pas trop. Pour moi, il est clairement un tour en dessous des autres. Top 10, le top 10 est accessible. Honnêtement, le top 10 est accessible. Et s'il arrive à chaque fois à minimiser les pertes dans les grosses ascensions comme aujourd'hui, il y a un top 10 est accessible. Surtout qu'on sait que Martin, je crois que c'est le coureur du peloton qui a le plus de jours de course sans abandon. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, en général, quand il prend le départ d'une course, il a fini. Et un grand tour, le plus dur, c'est peut-être de le finir quand on est leader d'une équipe. Donc en étant régulier, peut-être que sa forme va aller en s'améliorant au fur et à mesure du temps. Je sais pas trop. Pour moi, faut pas non plus s'attendre à des miracles. 11e. En tout cas, aujourd'hui, il fait 11e, donc aux portes du top 10. Donc si finalement Non, mais c'est honnête. Hein. C'est un résultat honnête. Après, pour moi, faut pas s'attendre à beaucoup plus de lui. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, son meilleur résultat, je crois que c'est une 8e place. Non, déjà sur le Tour d'Italie, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. C'est 2 top 10 l'année dernière. Martin, je crois qu'il a jamais fait de Giro. C'est son premier Giro, mais l'année dernière, il fait top 10 du Tour de France et de la Vuelta. Oui, je pense qu'ils font 9 et 8 il fait 9 et 8 sur les 2, je crois. C'est ça. Mais après, attention, encore une fois, c'est que sur le Tour et la Vuelta, il fait des top 10. Alors, c'est excellent, hein, pas de souci.
Mais Oui, c'est pas aussi à la c'est pas la pédale. voilà, c'est à la faveur d'une grosse échappée parce qu'il était déjà loin et pas perçu comme un danger. Oui, c'est C'est un peu le cas encore Bon. aujourd'hui. Hein, c'est mais... Oui, Guillaume oui, oui, Martin. oui, au final, oui. Mais bon, après, si ça ramène un top 10, qui sommes-nous pour critiquer la tactique? Tout à fait. Complètement. Mais ce qui est ironique avec Guillaume il va Martin, c'est chercher des qu'il choses qui disait sont pas dans ses capacités de base, quoi. Il prend, il ose, et il est opportuniste, Guillaume Martin, et au moins il arrive à obtenir des choses qui sur le papier n'étaient pas forcément évidentes au départ. Ouais. Au-delà de l'opportunisme, je pense même qu'on peut parler d'intelligence. Complètement. Il connaît ses limites, il connaît ses points forts et il sait quand est-ce qu'il doit sortir pour récupérer du temps et puis après pouvoir gérer le débours qu'il va prendre au fur et à mesure des grosses étapes, quoi. Donc l'un dans l'autre, au final, ça fait un top 10. Alors JB, toi, du coup, par rapport donc à ce classement, qu'est-ce que tu vois favori maintenant à la fin de cette première semaine pour la victoire sur le Giro d'Italia? bah, avant la course, quand on avait fait notre preview, j'avais dit que je voyais Carapace en grand favori devant Almeida et Bardet. Bah, après l'étape du jour, en fait, bah, je vois toujours les trois mêmes. Mais je me dis que Bardet et Carapace ont quand même tout intérêt à faire un peu mieux en montagne que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Parce que sinon, ça suffira pas. Faut pas oublier qu'Almeida est largement meilleur rouleur qu'eux, que sur le dernier chrono, il peut quand même leur mettre facilement 30 secondes, Oh, que oui, qu'il est déjà devant, au général, même si ça se joue à quelques secondes, c'est déjà important. Qu'il est capable de prendre des bonifications régulièrement dans les petites arrivées punchy. On l'avait très bien vu en 2020 et encore l'an dernier. L'an dernier moins, mais en 2020, il l'avait fait très, très régulièrement et que ça peut compter si ça se joue à pas grand chose. Et qu'il faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, c'était l'ascension la plus dure du Giro. C'était aujourd'hui le jour le plus compliqué pour Almeida pour suivre dans une ascension brute face à des purs grimpeurs. Et ils ont pris 0 secondes à la pédale. Alors, Bardet et Carapaz ont grignoté des secondes de bonification, mais à la pédale, ils l'ont pas lâché. Et quand on voit la suite du Giro, il n'y a pas 25 millions d'occasions encore pour lâcher un mec comme Almeida. Ça va, c'est facile. quand même de la Santa Clara. Le plus compliqué, effectivement, de temps de récupération après, ça bascule directement sur Africa en descente. Contrairement au lendemain où il y a un. T'as l'étape qui ressemble fortement à celle où il perd le maillot rose en 2020 quand même. C'est avec 3 cols à plus de 2000 mètres, enfin en tout cas 2 cols à plus de 2000 mètres. Pour moi, ouais, mais c'est pas vraiment le 2000 mètres qui est un problème pour lui. C'est les très 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 longues ascensions comme le Stelvio. Là, c'est des ascensions quand même très courtes, malheureusement pour les purs grimpeurs. Alors le 2000 mètres, peut-être que ça fera des gros écarts, mais très longue, elle va l'user fortement. Il y a au moins il y a 18 km. 18 km la première ascension de l'étape 20, il y a 12 la suivante. Et ouais, mais il se passera rien dans la première. Cette étape, on sait très bien comment ça va se passer. Ça bougera éventuellement dans le Port d'Oeil, encore j'y crois absolument pas. Et ça se bougera dans la dernière ascension parce que c'est là qu'il y a les plus forts pourcentages, etc. Bien sûr, donc, mais les longs cols, toi-même, ça va l'user. Sauf des... Oui, ça va l'user, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un coureur qui se gère tellement bien. Je vois mal perdre sur ce genre d'étape-là plus de 30-40 secondes, sauf énormissime défaillance. Donc, comme tu parlais de l'étape d'Aprica, je pense effectivement que c'est l'étape qui est la plus dangereuse pour lui. Et sans le mettre en favori de ce Giro à partir de maintenant, je le mets tout de même comme homme à abattre. Pour moi, c'est l'homme qu'il va falloir sortir. Parce que à la limite, Bardet, Carapaz et Landa, s'ils se tiennent ensemble avant le dernier chrono, ils peuvent tous y croire. Mais s'il y a Almeida qui est pas loin, ils n'ont aucune chance. Tu partages cet avis, Enzo, sur Almeida? Totalement en fait. Je suis totalement d'accord. Moi, Almeida, avant le Giro, je le mettais sur mon podium. Bon, j'avais mis aussi en vainqueur Miguel Angel Lopez. Bon, il a eu quelques soucis. Moi, mon podium, je mettais Lopez, Carapaz et Almeida. Almeida, je trouvais qu'on le sous-cotait beaucoup avant ce Giro. C'est effectivement pas le meilleur de tous les grimpeurs, loin de là. Mais qu'est-ce qu'il est régulier et surtout qu'est-ce qu'il est fort en troisième semaine. Ça, on a tendance à l'oublier, mais la troisième semaine du Giro 2021, c'est clairement le meilleur. C'est le meilleur en troisième semaine l'année dernière. Il n'y avait pas de discussion. Et si cette année, il est sur la même dynamique, et vu comment son départ était un petit peu poussif, c'est peut-être le cas. Peut-être qu'il a prévu son pic de forme étalé un peu sur le Giro pour que ça arrive vraiment en troisième semaine. Pour moi, Almeida, c'est un clair prétendant au podium. Sans discussion, et s'il gagne le Giro, ce sera pas une énorme surprise non plus pour moi. Ouais, alors nous, je pense justement, du côté de VF,
on a aussi mis un podium Carapace, Bardet, Almeida, il me semble. Donc on est plutôt pas mal de ce point-là. JB, si tu devais choisir une surprise dans ce top 10, enfin une surprise, ou du moins voilà, un coureur qui puisse te surprendre sur cette fin de Giro, tu choisirais qui au classement général? Pour jouer le classement général, Ouais. bah, c'est difficile de choisir une surprise. Non, mais pas forcément une Euh, surprise, mais un coureur qui pourrait finalement améliorer sa position. qui pourrait améliorer sa position. Euh, Tu vois, je prends un exemple. Moi, je pense que Manu Bourman, voilà, c'est une de mes satisfactions. On l'aime beaucoup du côté de la rédaction de Vélo Futé. Et voilà, on se dit que lui, finalement, ben, il peut aller chercher quelque chose de mieux. Il est qu'à 1 minute et il a été solide aujourd'hui. si tant est qu'on se considère que Lopez et Martin ont quand même de fortes chances de disparaître du top 6 à la pédale, euh, j'en vois deux que je vois bien remonter dans des situations différentes. D'abord, c'est Valverde, que je trouve que, bah, vu sa performance du jour sur une ascension très compliquée, Mais qui lui convient pas tant que ça, je hein. le vois bien être je le vois bien être un candidat au top 5. Ce que j'aurais jamais dit il y a encore une semaine et demie. Parce que déjà, la deuxième semaine est faite pour lui, très clairement. À part les jours où il y a les sprints, il est favori tous les jours. Et encore une fois, il n'y a pas 25 millions d'étapes où on dépasse les 2000 mètres d'altitude, il y aura juste la dernière. Donc sur la fatigue, sur la gestion, sur l'expérience, il peut peut-être s'en sortir sans exploser comme ça lui arrivait dans le passé et accrocher un top 5 qui serait à 42 ans une performance juste hallucinante. Monumental, ouais. Et l'autre que je vois bien améliorer sa position dans un style complètement différent, c'est Fortunato. Il a confirmé, je trouve, aujourd'hui que malgré son début compliqué parce qu'il s'était blessé et qu'il a chuté en 6 styles, ça m'a confirmé quand même le fait qu'il sera peut-être pas dans le top 10 à la pédale parce que c'est quand même compliqué vu le retard qu'il a déjà pris à cause de ses chutes. Mais il n'en serait pas forcément très loin parce que bah, je crois qu'aujourd'hui il fait top 15, il me semble, à la pédale. Donc en termes de forme, il l'a et je ne serais pas étonné de le voir prendre une échappée en deuxième ou en troisième semaine et un peu à l'instar de ce qu'on disait sur Kamna tout à l'heure, il est suffisamment loin pour pouvoir partir en échappée, suffisamment prêt pour être dangereux et faire une remontée, et en même temps suffisamment pas connu pour que personne ne s'en inquiète véritablement. Donc je serais pas surpris de le voir aller grappiller un top 5 provisoire du Giro dans une échappée et derrière résister et aller chercher un 8-9e place par exemple au bout du compte. C'est vrai qu'on Ça me n'est pas surprendrait toujours pas, voilà. d'accord. On n'est pas toujours d'accord sur Fortunato, moi notamment qui je ne le vois pas du tout faire un top 10, mais bon, je dois avouer qu'aujourd'hui il m'a pas mal surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il grimpe aussi bien, donc voilà, je m'attendais plutôt à un Sosa devant. Donc bon, wait and see, mais pourquoi pas, mais j'ai quand même du mal à le voir accrocher le top 10. Enzo, il y a Damien sur le chat qui nous dit Arensman m'a bluffé aujourd'hui, il pourrait faire une place surprenante. Non. Alors Arensman, il est 12e. Qu'est-ce que tu en penses, Enzo? Il a bien grimpé, hein. Je crois qu'il finit à moins d'une minute de Hindley aujourd'hui. C'est impressionnant le saut de qualité qu'il a fait cette année. Ouais. C'était pas un mauvais coureur avant, hein, très bon, pas de souci. Mais là, ce qu'on voit depuis ces derniers mois, c'est une vraie aide pour Bardet. Hein. C'est quelque chose d'hyper important. Et là, aujourd'hui, 58 secondes de débours, c'est rien. L'année dernière, en troisième semaine, je crois qu'il fait un podium sur sur la Vuelta. Ouais. Oui, exactement. Le chrono de la Vuelta, il fait un podium. Ça veut dire que le garçon est capable de garder de la fraîcheur en troisième semaine d'un grand tour. Donc ça, on peut aussi le garder en tête. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'étape du Port d'Oeil. Ouais. Je sais pas trop comment il va se comporter dedans. Est-ce qu'il prendrait pas un tir ici? Je sais pas, mais ça peut être une belle surprise. En tout cas, c'est déjà une belle surprise. En tout cas, s'il craque à la 20e étape, il aura déjà pu bien aider Romain Bardet Ah oui. jusque-là. Donc On lui en voudra pas, chaque quoi. fois qu'il On lui en arrive, voudra il est pas. magnifique. Alors, on va passer, je C'est vrai que propose qu'on passe c'est vrai. aux, aux autres classements annexes, donc notamment le classement par points. Alors, Arnaud Demar est assez largement en tête, 147 points devant Binam Girmay, mais bon, on sait que Girmay va pouvoir aller chercher quelques points par-ci par-là pour revenir dans le duel, mais bon, Arnaud Demar a montré qu'il faisait partie des meilleurs sprinteurs du monde en ce moment. JB, toi qui l'apprécies particulièrement,
tu le vois gagner d'autres étapes, Arnaud Demar, et tu le penses pouvoir capable d'aller chercher ce maillot cyclamen? Bah, alors, d'aller chercher le maillot cyclamen, je pense que ça va plus dépendre de son niveau en montagne éventuellement et du scénario des différentes échappées, on va dire, qui vont aller au bout dans les 2 prochaines semaines, parce que s'il y a beaucoup d'échappées qui vont au bout sur les étapes un peu vallonnées, je doute que peut-être que la Groupama il les laissera peut-être pas partir dans l'échappée comme ils l'ont fait à Naples tous les jours. Donc ça pourra jouer, mais maintenant le sprinter favori de chaque arrivée au sprint de ce Giro, c'est Demar de toute façon. Il a montré qu'il était au-dessus des autres déjà. En plus, Cavendish a perdu Morkov, Ewan a perdu Selig aujourd'hui, donc c'est le sprinter numéro 1 du Giro à partir de maintenant. Ce qui ne veut pas dire qu'il gagnera toutes les étapes évidemment, mais c'est le favori de chaque étape. Il va falloir quand même savoir aussi, est-ce que Cavendish et Ewan resteront jusqu'au bout. On sait que Ewan c'était pas prévu de base, mais en même temps il n'a pas gagné son étape encore, donc est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va... Il va probablement qu'ils sont encore là. Samedi. Evan, il va aller chercher une étape là, dans la semaine et il va s'arrêter samedi. Je pense que c'est son objectif. Maintenant, je suis pas certain non plus que, vu les formes actuelles des différents sprinters, quelqu'un puisse battre Demar, sauf si Demar a un problème majeur dans un dernier kilomètre, genre un saut de chaîne ou un vrai problème de train majeur. Je pense qu'à la pédale, il est vraiment au-dessus des autres sur ce Giro. Alors moi, mais malgré tout, JB, parce que justement, Evan, on l'a vu, il a chuté 2 fois. Il était énormément en difficulté dès que la route s'élevait, alors que finalement, d'habitude, c'est un des sprinteurs qui passe le mieux les bosses. Là, aujourd'hui, il a lâché un peu plus tard, on l'a vu un peu plus en forme. À mon avis, il est en train de récupérer un petit peu, et je suis persuadé que Evan est meilleur à la pédale qu'Arnaud Demar. Arnaud Demar fait partie des meilleurs sprinteurs, mais intrinsèquement parlant, je suis d'accord avec toi. Maintenant, et s'il a récupéré, à mon avis, Evan sera difficile à battre. Maintenant, lui, en effet, il est isolé, mais on a vu que l'autre jour, en prenant la route Cavendish, ça pouvait parfaitement faire le travail. Donc, c'est pas forcément dramatique, Evan, qu'il ait perdu Selig, je pense. C'est pas dramatique parce que c'est un sprinter qui sait se débrouiller à peu près différemment, mais tu parles du sprint de l'autre jour qui était un sprint vent de face où il fallait rester dans les roues. C'était effectivement moins gênant de ne pas voir son train. Maintenant, s'il veut aborder un sprint en très bonne position, un sprint Vando par exemple, s'il n'a pas son train et qu'il est derrière Demar ou derrière Cavendish, c'est dur à dire, mais Ewan n'a quasiment aucune chance de remonter un Demar ou de Vando. C'est quasiment impossible. Bon, pourquoi c'est ça. Lui, intrinsèquement. Non, ouais, pas Vando. Pas Vando, Demar est beaucoup trop puissant. Oui, là, en termes de puissance, Ewan... En Vando, c'est impossible. Je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui puisse dépasser Demar en Vando, honnêtement. C'est vraiment son sprint particulier. Groenewegen peut-être. Mais Evan, je pense que vous le sous-estimez fortement parce que sur le nombre d'arrivées où il surclasse ses adversaires quand il est juste peut disputer un sprint, là c'est une exception qu'Evan il gagne pas parce que depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il fait un sprint, normalement il gagne. Donc c'est assez étonnant. Après, Titouan, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que sur le papier, Ewan est meilleur que Demar. Pour moi, il n'y a pas de débat en fait. C'est juste que là, sur les sprints qu'il y a eu, moi ce qui m'a plu, alors, j'aime bien titiller un peu Demar et ses supporters sur Twitter, mais ce qui m'a plu sur ce Giro, c'est que Demar, enfin, il sort les coudes. Enfin, il essaye de garder sa place dans les sprints. On sait qu'il aime pas faire ça, il aime pas frotter. Mais quand il voit maintenant que son train, parce que bon, Guarnieri, il a fait de l'excellent boulot il y a quelques années, il est un peu sur le déclin, on va pas se mentir. Et quand la deuxième étape que Demar gagne en sautant Cavendish et Ewan, Guarnieri, il est à 2 doigts de le faire freiner quand même. Et il le fait freiner. Il est à 2 doigts de le faire tomber. Oui, voilà, surtout ça. Et là, Demar qui arrive quand même à se remettre bien. Il y a 2 mois, Demar, il mettait les 2 mains sur les freins et il faisait 25e. J'en suis persuadé. Non, mais c'est sûr que ça c'est exactement ce qui fait énormément de bien. La première victoire, elle a fait énormément de bien. Et Demar, aujourd'hui, clairement, sur ce Giro, c'est taille patron. Il fait vraiment le boulot. Son équipe aussi est mieux. Sinkeldam, qui est notamment assez le travail de Sinkeldam, c'est notamment assez monstrueux. Donc en effet, pour l'instant, il est taille patron. Mais voilà, dire que Demar est pour moi le meilleur sprinter du Giro, je suis pas d'accord. Moi, je parle des conditions actuelles. Intrinsèquement, Ewan est meilleur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, on reviendra pas là-dessus. Ewan est le meilleur sprinter du monde avec Jakobsen en temps normal. Mais un Demar en confiance et à 100% de ses moyens, son Cavendish sans manque de confiance parce qu'il s'est quand même fait taper au sprint l'autre jour par Demar. Le premier jour, son train se foire
tellement qu'il commence son sprint avec 300 mètres de retard sur les autres. Je veux dire, un sprinter, 90% ça se joue dans la tête et dans la confiance. On le voit bien avec Demar. Il faisait 10e des sprints il n'y a pas longtemps, il a gagné et derrière il est intouchable sur le sprint, sur le deuxième. Il fait un sprint vent de face parfait. Donc c'est rien. Évidemment, on ne dit pas que Ewan ne peut pas gagner et qu'il sera pas au niveau pour gagner un sprint. Pour moi, Demar est favori parce qu'il y a une tendance qui se dégage de ce début de Giro et qui fait que ce sera le grand favori et que tout le monde cherchera à prendre sa roue en fait. D'accord. Surtout parce que son train est le plus long et peut-être du coup maintenant le plus performant. Oui, voilà, ça va être. C'est même le seul à en avoir véritablement un avec Israël. Israël, ouais. Bon, après Israël, ils ont toujours pas réussi à trouver comment s'organiser. Donc ça va être compliqué. Bon, en même temps, ils ont aussi Nizzolo comme sprinter, ça aide pas. Je vous coupe non, c'est sûr que. Il faut qu'on avance un petit peu. Enzo, toi, qui est-ce que tu vois comme adversaire principal pour le maillot cyclamen à Arnaud Demar? C'est Girmay. Hein. Pour moi, c'est Girmay. Cavendish, je le sors de la course parce que je suis même pas sûr qu'il aille au bout. Pour moi, au soir de la 13e étape, Cavendish et Ewan, ils font leur bagage et puis ils rentrent chez eux. Van Der Poel en a strictement rien à faire, on l'a vu. Girmay, par contre, lui, ça l'intéresse beaucoup. Ça l'intéresse beaucoup, il a déjà plein de points. Moi, avant le Giro, j'étais parti sur Nizzolo, qui avait fait une bonne session en cours des Alpes, pour un petit peu à passer et fait perdre encore plus de points de vitesse. Course. Pour moi, c'est un Girmay. On nous pose la question, Van Der Poel, qu'est-ce qu'il va faire les sprints? La réponse, elle est on l'a vu depuis le sprint, oui, après Maresco, donc à Messine, où il essaie de faire le sprint et finalement il se relève parce que ça frotte trop. Van Der Poel, il veut pas aller faire les sprints, c'est trop risqué, il aime pas frotter. Ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il aurait aimé jouer ce maillot cyclamen, mais en effet. Ouais, il aurait aimé, mais il aime pas frotter. Et du en massif. Ouais, les massifs, c'est pas pour lui. Ok, ça marche, les gars. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe du coup au maillot de la montagne. Alors, la bonne surprise du jour, c'est que finalement, c'est un Eolo Kometa qui récupère le maillot. C'est Checo Rosa, qu'on n'avait pas vu à un pareil niveau depuis assez longtemps. Donc, je dois avouer que moi, j'étais assez content de le voir à ce niveau-là. On a Koen Bouwman, 69 points, donc 14 points derrière. Lennart Kamna, 43 points. Jay Hindley, 40 grâce à sa victoire. Voilà, côté haut de baroudeur, on a Formolo à 25 points, Mollema à 20 points. JB, pour toi, qui est le favori de ce classement? Est-ce qu'il y a un autre coureur qui n'a pas encore marqué de points? Peut-il se rejoindre la bataille? Alors, je sais pas s'il a marqué des points, mais pour moi, le grand favori désormais, c'est un des grands perdants du jour. C'est un mec qui l'a déjà gagné dans le passé. C'est un mec qui a été attendu alors qu'il n'aurait pas dû l'être, comme l'a dit Enzo. Pour moi, c'est Ciccone. Je veux dire, il a pris un tir au général. Ils ont personne pour jouer le général, même si Lopez et maillot rose, ils vont le perdre avant même la montagne. Donc, il a échappé pour eux. Pour moi, c'est le grand favori et assez nettement. Même avec 80 points de retard. On voit sa perte du jour. Bon, franchement, il suffit qu'il ait eu un coup de chaud aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de cyclistes qui n'aiment pas le chaud, vu qu'on sait que Ciccone aime quand même bien le froid. Vu sa victoire, c'était où? C'était non, c'est pas Courmayeur qui gagne sous la pluie. Je sais plus. Enfin, bon, on quand même pas voir où il fait à peu près beau, toute chance, mais voilà, il n'y a pas eu énormément de points qui ont été distribués comparé à ce qui reste, notamment l'étape d'Aprica. Donc je pense que Ciccone, c'est le favori pour moi. Ok. Kamna, Enzo, Lennart Kamna, on sait que c'est maintenant un peu le baroudeur phare, celui qui vise la cible à chaque fois. Il va probablement retenter puisque maintenant il a de nouveau pris un tir au classement général. Enfin un tir, il est de nouveau à 3-4 minutes au général. Ce serait pas lui le vrai favori. En tout cas, nous, Vélo Futé, dans le concours de pronostics, on l'a mis favori. C'est notre numéro 1, c'est notre vainqueur du classement de la montagne. Est-ce que tu penses que Lennart Kamna peut aller chercher ce maillot? Alors moi, c'était un de mes deux favoris. Avant le Giro aussi, j'avais mis lui et Nibali. À l'époque où Lopez était encore là et Nibali n'était pas censé jouer le classement général, mais plus en mode électron libre.
C'est pas trop le cas aujourd'hui. Mais Kamna, ouais, moi c'est le gars que je voyais bien aller chercher ce maillot. Aujourd'hui, j'ai un petit peu peur de. Est-ce qu'on veut pas le garder comme ce dont on disait, ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on veut pas le garder en troisième carte sous le coude pour un top 10 au cas où? Si on lui laisse la possibilité de faire un peu ce qu'il veut, il va certainement aller essayer de se battre pour aller faire le maillot. Et puis il en a les capacités. Sinon, à voir. À voir, de toute façon, on sera vite fixé déjà sur l'étape de peut-être de Turin, mais encore plus. Oui, il va y avoir pas. Moi, si on lui en laisse son équipe, qu'il en a tout. Alors JB qui soulève la Kuhn Baumann en disant peut-être intéressant au vu de la fight avec Dumoulin qui a complètement et Tobias Foss qui n'est pas du tout. Est-ce que Kuhn Baumann la liberté en tout cas, maintenant j'ai quand même beaucoup de mal de voir Baumann sur les grands cols aller lutter avec des Ciccone, des Kamna, voire des Mollema, des gens comme ça qui vont avoir des libertés pour aller jouer aussi. Baumann c'est un très bon puncher, c'est un grimpeur correct, mais c'est quand même pas non plus un très très gros grimpeur. Et même dans l'étape qui gagne l'autre jour, on l'a vu, quand ça a un peu bagarré dans le groupe, dans le col, il a été obligé de monter à son train pour pas exploser, quoi. Donc et on était franchement pas sur de la haute montagne. Donc j'ai un peu de mal avec les qui pouvaient tenter de le jouer. Il est un peu hors du coup, mais est-ce que la meilleure chance ce serait pas finalement Romain Bardet ou côté étranger évidemment des carapaces côté favori qui pourraient aller récupérer ce maillot? Enzo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un leader du classement général pourrait aller chercher le maillot bleu? Pas sur le Giro. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est le système de points où les arrivées au sommet du Giro ne sont pas doublées. Je crois que ça va être le cas cette année sur le Tour de France aussi, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est ce qui a permis à Pogačar de 2 ans d'affilée de gagner le meilleur grimpeur parce qu'il remporte les étapes qui arrivent au sommet, donc 2 fois 80 points du coup. Voilà. Et là, le pauvre Wout Poels l'année dernière qui se détruit le cul pendant je sais pas combien de jours à faire les échappées, à les gratter point par point pour voir Pogačar lui siffler le maillot à la veille de l'arrivée, ça fait un peu mal au cœur. C'est pas le cas sur le Giro et c'est pour ça que ça profite souvent à des baroudeurs. Et en plus, le Giro, qui est un tour beaucoup moins cadenassé que le Tour de France, parce que les équipes ont moins de profondeur. À part aujourd'hui, on n'avait pas vu les leaders se jouer la gagne. Donc, et sur le Giro, sur les 3 dernières années, plus de 50% des étapes en ligne ont été remportées par les échappés. Exactement, il y a eu 10 victoires en échappée l'année dernière, notamment sur le Giro 2021. 10 victoires, et si tu enlèves les 2 contre-la-montre, ça te fait 10 victoires sur 19 étapes au total, ou 18 étapes au total. Ouais. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est pour ça que le Giro, normalement, à moins qu'on ait un retournement de situation et qu'une équipe de leaders décide qu'ils veulent les 3 grosses étapes de montagne les remporter, c'est un baroudeur qui devrait l'avoir et pas un des leaders au général. Ça marche. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour côté classement de la montagne. On va rapidement passer sur le maillot de meilleur jeune parce que bon, Almeida paraît le grand favori. Côté meilleure équipe, nous, la satisfaction, c'est que notre prono, la Bora Hansgrohe, est en tête. Est-ce que vous pensez, JB, est-ce que tu penses que la Bora peut être détrônée alors qu'on voit que la Bahreïn est quand même en difficulté? En fait, moi, de mémoire, je crois que personnellement, j'avais mis Ineos. Et je suis assez déçu sur ce qu'Ineos a fait jusque-là collectivement, dans le sens où Porte et Sivakov finissent loin finalement après avoir bossé. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, on sait que les 3 équipes qui ont les moyens de gagner ce classement, de toute façon, c'est Bora, Bahreïn et Ineos. Il n'y a pas d'autres équipes qui sont en mesure collectivement d'avoir une équipe assez forte. Mais c'est vrai que Bora, avec ses 4 grimpeurs de qualité, même si Kelderman a pris l'eau aujourd'hui, c'était pas forcément sur le talent de grimpeur. Donc il pourra être là pour le classement par équipe et faire des grandes performances, c'est ce que je veux dire. Donc je vois pas la Bahreïn revenir, honnêtement. Ils m'ont tellement déçu aujourd'hui collectivement que je pense qu'ils sont vraiment inférieurs à Bora. Pour moi, il y a que Ineos qui pourrait revenir, mais ils sont quand même très loin. Donc il faudrait une échappée d'un Sivakov ou d'un Porte en 3e semaine.
c'est quand même pas forcément le style de la maison non plus. Alors justement, Enzo, JB qui dit qu'il faudrait une échappée à Ineos, c'est vrai que Bora, et c'est pour ça qu'on avait joué Bora, c'est que Bora avait à la fois 3 coureurs pour le général et puis Lennart Kamna pour les échappées. Et on sait quand on voit le succès de Movistar sur les dernières années, notamment sur le Tour de France, au niveau du classement par équipe, que jouer les échappées, mettre deux trois gars devant au moment des étapes fleuves est le meilleur moyen de gagner ce classement. Ouais, mais du coup, on pourrait aussi parler d'Intermarché dans ce classement. Alors une équipe que j'aurais pas du tout citée avant le Giro, mais qui pour moi aujourd'hui, c'est pas déconnant de les citer. Alors Elle est favori, troisième, hein. mais Elle est troisième. ouais, c'est ça, troisième à 5 minutes. Alors après, ce classement, il peut évoluer d'un jour à l'autre à coup de demi-heure. Hein, donc c'est assez marrant. Mais regarde, par exemple, Pozzo Vivo, on sait bon, il tiendra peut-être pas les 3 semaines, on sait pas. Mais s'il est capable de s'accrocher avec les meilleurs, derrière, ils ont Hirt et Taramay qui sont deux très bons grimpeurs, qui sont aussi capables de finir pas trop loin, de s'arracher justement. C'est pas les gars à qui on va demander de rouler à l'avant du peloton. C'est pas Intermarché sur les grosses étapes de montagne où les leaders vont se jouer la gagne. C'est pas eux qui vont faire le train, comme peut le faire un Sivakov ou comme va le faire Porte. Et une fois que leur travail est terminé, ils se relèvent, ça prend 4 ou 5 minutes. Surtout qu'en plus il y a les échappées, les étapes d'échappée où tu peux mettre un Rota devant, tu peux mettre un Girmay devant, tu peux mettre. On a vu Taramay sur l'étape de l'Etna aussi. S'ils la jouent correctement, ils peuvent accrocher un bon truc. Après, encore une fois, les grosses étapes de montagne, on va attendre la 3e semaine pour voir ce que ça va donner. Ça va être trop léger normalement. Mais les voir 3e au bout de 9 jours de course, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est plutôt pas mal. C'est une très bonne équipe cette année, l'Intermarché. Ouais, elle est parfaitement surprenante. C'est vrai qu'avoir troisième, c'est super honorable. Il y a Igno Web qui nous dit: moi je crois en Bahreïn, même avec les galères d'aujourd'hui, ils sont deuxième à 3 minutes 30. Alors c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de galères aujourd'hui. C'est vrai que Woodpulse a l'air d'avoir la volonté de prendre les échappées. Donc ça peut être une belle bagarre entre ces deux équipes. Moi j'ai du mal à voir honnêtement une autre équipe rivaliser. Même Ineos, on voit qu'ils roulent et que derrière, voilà, dès que le travail est fait, ils se reposent pour pouvoir aider au maximum Carapace par la suite. Je suis pas sûr que ce soit l'objectif principal. Je suis même certain que c'est pas l'objectif du tout, le classement par équipe. Bora Ouais, peut-être un peu clairement, plus. clairement. Donc, C'est pas leur objectif. donc logiquement, voilà, Bahreïn ou Bora, mais voilà, notre prono, la Bora, est toujours d'actualité et on est content pour ça. Bon, très bien les gars. Alors ce que je vous propose, c'est que avant de conclure ce chapitre, ce bilan de la première semaine, on passe à une petite preview en fait des prochains jours de course. Donc après le jour de repos, 2 étapes assez tranquilles. On va avoir une étape, bon alors une étape probablement pour Baroudeur, mardi 17 mai. Qu'est-ce que vous pensez de cette étape? Est-ce que vous pensez que les punchers sprinters style Girmay et Van Der Poel vont vouloir rouler, ou est-ce que finalement une échappée va aller au bout? JB, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je pense que pour le coup, celle-là, elle ira jamais au baroudeur. Franchement, enfin, évidemment, c'est toujours possible, mais si celle-là va au baroudeur, c'est que Girmay n'a aucune envie de gagner le maillot. C'est pas possible. À moins C'est une qu'il parte dans étape l'échappée. qui est pas très compliquée à gérer. C'est une étape où c'est pas trop dur, mais où il peut espérer faire sauter Demar, par exemple, enfin, qui sont un gros adversaire pour le maillot cyclamen. Euh, c'est le plus rapide des coureurs qui passent ces difficultés-là sans problème. Je veux dire, Van Der Poel est rapide au sprint, mais quand même, Girmay semble quand même un ton au-dessus. Donc, si Intermarché s'intéresse un peu à ça et a gagné une étape, honnêtement, c'est l'étape qui lui correspond le mieux. Donc, je serais très, très, très étonné que Alpecin et Intermarché ne jouent pas cette étape-là. Il n'y a pas 25 millions d'étapes qui pourraient correspondre à Van Der Poel plus que celle-là. Je doute qu'on laisse partir Girmay du côté de la Groupama cette fois-ci. Et ils l'ont pas fait l'autre jour parce que c'était trop compliqué à contrôler. Là, celle-là, la première moitié d'étape est très facile. Donc, je pense que celle-là, elle est faite pour un sprint dans un plus ou moins comité réduit. Est-ce que les sprinters passeront? Alors, pas tous, ça c'est certain. Cavendish ne sera pas là. Un grand E1 serait là, mais est-ce qu'on aura un grand E1? Et de mars, c'est la question. Il a déjà passé des côtes comme ça, donc Ouais, ça sera la question. on va probablement s'orienter vers un duel de toute façon Girmay-Van Der Poel sur ce genre de profil. Alors dès le lendemain, on a une étape parfaitement plate. Alors là, pour faire plus plat, c'est vraiment difficile. Il n'y a aucun relief. Il y aura 2 sprints intermédiaires
où les points là seront importants. Je pense qu'il y aura que 2 ou 3 coureurs maximum dans l'échappée, donc il y aura pas mal de points à prendre sur les sprints intermédiaires. Il y en a qu'un seul qui donne des points, l'autre c'est des bonifications. Ah oui, il y en a qu'un seul qui donne des points, ok, ça marche. Mm. Enzo, toi, qui est-ce que tu vois? Donc, est-ce que tu vois Arnaud Demar, grand favori, comme JB en parlait tout à l'heure? Alors je t'avoue que j'ai pas vu le final de cette étape. Je sais pas à quoi ressemble le final. Est-ce que c'est un sprint en boulevard de 5 km comme on a eu, ou est-ce que ça va être un truc un peu plus technique? Je peux pas je peux pas te donner de réponse. Ça a l'air d'être assez droit globalement. Ouais, bah si c'est du sprint en boulevard, après ça dépendra aussi du sens du vent, mais un sprint en boulevard, le train de la FDJ devrait pouvoir aider Desmar. Single Dame, encore une fois, faire un gros travail pour le maintenir à la tête, à l'avant du peloton jusqu'aux 500 mètres, et Guarnieri a juste essayé de pas trop le faire tomber aux 250 mètres. Ou pas le ralentir non plus. Ou pas le ralentir. Il n'y aura pas de Morkov pour le remonter cette fois-ci au moins. Ça c'est sûr. Derrière, on a 2 étapes qui sont plutôt taillées pour les baroudeurs, je pense. Donc celle-ci, c'est pas le bon profil. Le bon profil, je vais vous le partager. Tac. Celle de Gênes. Ouais, c'est celle-ci, voilà. Celle de Gênes. Donc ça, c'est une étape taillée pour les baroudeurs. Clairement, on va avoir une échappée qui ira au bout. C'est celle-là où j'imaginais bien un coureur comme Lennart Kamna doubler la mise, ou pourquoi pas un Lorenzo Rota. Et donc voilà, et puis dès le lendemain, on a une autre étape aussi particulière. Alors est-ce que celle-ci, là, JB, est-ce que cette étape qui est considérée par le Giro d'Italia comme une étape de plaine, donc avec des points maximum pour le maillot cyclamen, peut être destinée à un sprinter? Parce qu'il y a quand même le Colle di Nava qui paraît costaud pour eux. Non, honnêtement, celle-là, ça pour un sprinter, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ouais. Il y a beaucoup trop de plaines après le Colle di Nava, et le Colle di Nava c'est pas non plus un truc très compliqué, c'est très régulier, ils le connaissent pour avoir fait sur Milan-San Remo dans le sens inverse, donc ils connaissent la route, et honnêtement il n'y a pas vraiment de piège. Évidemment faudra se méfier de l'échappée, parce que typiquement si l'échappée part dans l'ascension ça peut être risqué, mais je pense que les sprinters feront en sorte que l'échappée parte avant la bosse, pour comme ça pouvoir monter au train et limiter les écarts. Mais il reste trop de temps derrière, et dans la plaine pour revenir à Cuneo, ça sera quand même compliqué de résister à un peloton, surtout à la veille de 2 étapes qui sont assez importantes pour le général, et même pour les punchers, pour les grimpeurs. Et même au lendemain en plus d'une autre, vu qu'on a changé l'étape de la veille, c'est celle-là, et vraiment elle va forcément être pour grimpeurs, pour sprinter. On peut pas laisser 4 étapes de suite sans faire les efforts. Donc le Colle di Nava, c'est rigolo. Moi, sur le Giro, parfois je ne comprends pas leur système de cotation des côtes. Là, c'est 10 km à presque 7% de moyenne, c'est un 3e catégorie. Je comprends pas. Le système des catégorisations, il est simple sur le Giro. Tu prends celui du Tour et t'enlèves une catégorie systématiquement. Et ça. Ensuite, tu diminues d'une catégorie si c'est pas intéressant pour le comme rôle dans l'étape. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc, je crois que tu as bien résumé la chose, effectivement. Ouais. Ça doit être ça, parce qu'une 3e catégorie comme ça, bon. 7 km à 10%, Enzo, tu penses que les sprinters peuvent s'accrocher, ou du moins auront le temps? 10 km à 7%. 10 km à 7%. Ouais. En fait, c'est très régulier, donc ça va dépendre. Là, si ça avait été comme l'autre jour où tu as 15 bornes, même 5%, tu as certains bons sprinters qui peuvent visser parce que ça va basculer, et il y en a certains qui vont être lâchés. Là, même un Desmar ou un Nizzolo, je pense pas qu'ils disent dans leur équipe vas-y, vise pendant 10 bornes sur du 7%. Voilà, bon, on va juste maintenir l'écart avec les échappées. Hein. Voilà, c'est ça. Leur but, c'est de maintenir l'écart. Ouais. Très clairement. Mais voilà, je suis persuadé que par exemple, un Mark Cavendish ne sera pas dans l'emballage final. C'est possible. Mais honnêtement, c'est compliqué. Il reste quand même 100 bornes derrière. Oui, mais 100 bornes, alors qui pour le ramener? Parce que toutes les autres équipes auront du monde pour rouler. Honnêtement, Cavendish. Ouais, mais qui va rouler? Enfin, je veux dire, Cavendish, que Cavendish ne revienne pas, à la limite, que ça arrive pour un sprinter, c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que les sprinters qui vont se faire distancer dans l'ascension, parce que même si ça roule pas dans le peloton, ça va quand même probablement perdre un peu, au moins se faire décrocher légèrement. Mais ça sera quand même compliqué
derrière, combien d'équipes vont vouloir rouler pour empêcher par exemple les sprinteurs de revenir en supposant par exemple un duel entre Girmay et Demar. Est-ce qu'Intermarché va vouloir derrière rouler du coup environ 110 bornes en tête de peloton pour empêcher les sprinteurs de revenir? Mais ils seront peut-être J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. À part Alpecin, je ne vois pas qui, de toute façon. Alpecin et Intermarché, c'est beaucoup, et surtout, la particularité, c'est que derrière ce col, c'est pas vraiment une descente qu'on a, c'est plutôt un faux plat descendant. Donc les bons descendeurs, les bons sprinteurs qui sont capables de faire des grosses descentes, un peu comme Desmar l'a fait l'autre jour pour boucher les 1 minute, finalement elles seront plus difficiles à faire sur ce genre de profil, parce que là il faudra rouler quoi qu'il arrive, ce sera des coups de pédale, et il va falloir morfler, il va falloir se donner pour revenir. Donc même s'ils arrivent à revenir, ils ne seront pas forcément au top de leur forme à l'arrivée, surtout que c'est un sprint plus ou moins en faux plat. Oui, non, mais c'est que les sprinters soient pas avantagés dans le final, ça c'est vrai, même si en fait le sprint va être plat. Oui, c'est l'approche de Cuneo qui est pas plate, même si faut se méfier du profil, parce que je sais pas s'ils ont considéré que le fait qu'il y a généralement il y a des ponts pour accéder à Cuneo, donc je sais pas si le trou dans le profil c'est un pont ou si c'est juste la montée, je sais pas du tout par où ils arrivent, mais l'arrivée elle sera plate en théorie à Cuneo. Normalement c'est plat à Cuneo. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de descente défavorise un mec comme Demar qui est vraiment, je le disais l'autre jour, on en parlait l'autre jour, à durcir. Alors Enzo, samedi, on a une des plus belles étapes pour moi. Vraiment, c'est un coup de cœur cette étape. Je me dis, il peut tout se passer. C'est une étape en circuit, mais vraiment magnifique entre Santena et Torino. Là, probablement sur le papier, moi, mon premier instinct serait de dire victoire d'une grosse échappée. Parce que honnêtement, il y a des points à ramasser au classement de la montagne. Et puis, ça doit être très très dur à gérer pour une équipe d'une peloton. Je ne vois pas comment une équipe pourrait cadenasser la course. Mais même les favoris pourraient s'attaquer dans ce circuit final. Il est assez magnifique ce circuit. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et je suis d'accord, moi c'est peut-être dans les 3 que j'attendais le plus de ce Giro. Quand j'ai vu le tracé, ça dans le circuit autour de Turin avec la triple ascension de Superga, ça monte, ça descend, ça zigzague tout le temps. Ça va être la double, ça va être à double, pardon. Ils auront déjà assez mal comme ça. Voilà. Et ouais, non, ça promet d'être intense. Ça promet vraiment d'être intense comme étape. En tout cas, le final. JB, toi, sur ce genre d'étape, tu verrais qui? C'est compliqué. Je pense que, ça risque d'être. J'ai pas un peu de mal à voir l'échapper jouer la gagne sur cette étape-là en temps normal. D'autant que le lendemain, c'est quand même une étape. Enfin, oui, c'est une étape de montagne, mais je pense que les favoris savent très bien qu'il va rien se passer le lendemain. Donc, je pense vraiment que sur celle-là peut y avoir une belle guerre. Bon, en même temps, je disais pareil à Potenza, donc. Je suis pas une source très fiable sur ce genre d'étape, mais je pense vraiment que l'enchaînement de Superga et de la Maddalena va faire très mal, parce que la Maddalena, on se regarde vraiment le pourcentage moyen, on se dit oui ça va, c'est du 7% de moyenne sur 3 km, ça c'est pas trop dur, mais c'est quand même très compliqué. Il y a des passages 1 km à 11%, hein. Voilà, t'as des passages à plus de 15, donc il y a vraiment moyen que ça n'arrive pas finalement en échapper, quoi. Que vraiment les favoris se sont obligés de profiter de l'occasion. Mais après, c'est une étape dont le profil ressemble aussi un petit peu à Naples. Et Naples a montré que les circuits n'étaient quand même pas faciles à contrôler pour les équipes de favoris sur un grand tour. Donc, c'est une étape très indécise. C'est une étape très indécise. Alors, il y a InnoWeb qui nous dit Van Der Poel a priori favori. Moi, ça me paraît quand même difficile pour Van Der Poel. Ouais, non, j'y crois pas une seconde. Je suis pas d'accord que Van Der Poel puisse passer ce genre de choses. Et il nous dit aussi celle-ci est défavorable à Bardet. Alors, je pense pas, au contraire. Oui, non plus. C'est une étape un peu style classique. Bardet aime bien Liège-Bastogne-Liège ou ces classiques-là. Je pense qu'au contraire, avec une petite finale en descente, Bardet peut tenter de faire mal à certains, comme Mikel Landa, qui n'est pas le meilleur descendeur du peloton. Donc non, au contraire, Bardet pourrait très bien réussir ce genre de profil. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Enzo. Alors oui, Bardet, tout à fait. Par contre, je suis pas trop d'accord sur le coup de Landa, pas le meilleur descendeur. Alors, oui, c'est pas le meilleur descendeur, mais il descend pas si mal que ça non plus. Il chute quand même pas mal.
Non, mais regarde C'est l'état un de bon tir. descendeur, mais il chute souvent en fait. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il a du mal à rester sur son vélo. Mais c'est pas forcément dans les descentes. Et je me dis C'est que L'état qu'il y a sur devant exactement. Landa a à se partir à la faute. On a vu des mecs dans la descente parce qu'il fallait vachement freiner. Pour moi, montrer que c'est vraiment mauvais descente. ah non, mais moi l'idée de dire que Landa est un mauvais descendeur, pour moi c'est un descendeur somme toute normal. Je veux juste dire que Landa a quand même une tendance et a une relation particulière avec le béton. Je crois que voilà, Ah, il l'a montré aujourd'hui aussi. voilà, voilà, il a une sorte d'intimité avec le béton qui fait qu'il le retrouve régulièrement en tête à tête. Donc voilà, c'est C'est plus Ah à vrai. bah ce là aussi, niveau-là vraiment que retrouvé je suis tête à tête inquiet. aujourd'hui. Ah ouais, il a fait un bisou là. Il a fait un beau Il a eu de la chance hein, parce qu'on a vraiment l'impression que sa tête tape le sol. Hein. Ah ouais, bah bah on a heureusement l'impression qu'il que a sa été là, tête, hein. elle part à la perpendiculaire de son Ouais. corps même. Mm. Il est loin le C'est temps où le assez. peloton faisait grève pour l'autorisation, l'obligation du casque. Ouais. C'est Ouais, ça. ouais. Ah, en fait, depuis, il y a eu le Giro 2011 Ouais. et l'organisateur qui a voulu faire la descente du Crostis. Je pense que ça. Ils se sont rendus compte que le casque c'était un minimum en fait. Ouais, c'est clair. Mm. Alors pour terminer, on a cette dernière étape que j'avoue un peu décevante parce qu'il y avait un bel enchaînement de cols, mais alors ce dernier col, ça me fait penser à une des étapes du Tour des Alpes. Voilà, en fait, un final avec je sais pas comment décrire ce col, plus dur au départ et puis de plus en plus facile en fait par la suite. Moi, je vois pas comment cette étape JB pourrait être destinée à autre qu'une échappée. Bah, qu'elle soit pas une échappée, c'est éventuellement possible. Si une échappée arrive pas à partir et que ça se bagarre pendant 90 bornes, derrière les favoris peuvent vouloir jouer l'étape. Maintenant, il y aura pas d'écart, c'est certain, il y aura pas de grosse bagarre, mais les favoris peuvent vouloir essayer de jouer l'étape en faisant rouler les équipiers, parce que typiquement c'est le genre d'étape que où c'est dangereux. Les deux cols avant sont des cols assez dire tranquilles en termes de route, et la dernière montée est facile, sans problème. Donc tu peux faire rouler tes équipiers, asphyxier tout le monde et empêcher toute attaque jusqu'au final et te jouer à la victoire au sprint. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont intérêt à le faire. Je veux Bah non. dire, à part éventuellement la DSM, la Bahreïn et éventuellement la Movistar s'ils avaient une équipe, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui aiment bien ce genre d'arrivée. Almeida aussi, La mais il n'a pas Movistar, d'équipe comme non tu plus, dis, donc la c'est pareil. Movistar ou UAE. Mais voilà, pour moi, il y a que la Bahreïn pour Bilbao et éventuellement DSM pour Bardet qui ont tenté, qui auraient intérêt de rouler et de cadenasser la course pour jouer l'étape. Bardet, Mais tu le vois plus fort sur ce genre d'arrivée qu'un Almeida, un Valverde. Moi, pas moi. Hein. Ou Bilbao, je pense pas. Hein. non, non, mais je veux dire, il a sa chance. Voilà, je veux dire, ça serait pas le favori très clairement, mais il a montré qu'il était capable de gagner au sprint sur le Tour des Alpes. Ouais, mais il faudrait que ce soit quand même Non. un poil Ouais, plus dur. je sais pas ce qu'il gagne. Bah, ça sera usant en fait. Il restera pas non plus 25 coureurs dans le groupe, je pense, Mm. au sommet, parce que c'est quand même le pied est quand même difficile, donc ça va faire sauter pas mal de monde. Ah, Mais Ouais. voilà, un sprint je crois, pour des bonifs, non, juste avant. ouais, tout à fait. Il y a un sprint pour les bonifs juste avant, donc c'est aussi un peu l'enchaînement qui peut tenter les leaders si l'échappée part pas dès le départ, ou qu'il y a trois mecs qui partent et que du coup c'est facile à contrôler. Maintenant, honnêtement, le scénario de l'échappée est quand même le scénario le plus crédible. Oui. Ça, c'est une évidence. Mais alors, plus que les ascensions, c'est les descentes qu'il faudra regarder sur cette étape. Les Alors, deux descentes. si je me trompe pas, la descente de Vérone n'est pas très compliquée. Là, j'avoue que la première, je sais pas trop par où il passe. En fait, c'est beaucoup de zigzags sur les descentes. Même sur la première, que ce soit les Fleurs ou Vérogne, j'ai pas encore été voir la largeur de la route, mais ça zigzague beaucoup. On peut Alors, faire ça en direct si vous voulez. pas forcément dans le sens dangerosité, peut-être que la route est large, de bonne qualité, mais beaucoup de relance, en tout cas, de ce que je vois sur l'aspect un peu zigzag des épingles dans les descentes. L'avant-dernière pourrait donc être intéressante à suivre, potentiellement. Enfin, moi, pour ma part, je pense que à Cogne, le peloton risque de s'en cogner de la victoire. Et je vois bien un Oui. coureur comme Lennart Kamna Kamna. aller chercher. Pour moi, c'est le favori de l'étape. Oh, bah, il sera certainement favori des boucs aussi. Hein. Mm. Je pense que il y a de grandes chances. Bon, On fait Vérone, on fait Cogne. Putain, je me pousse à Cogne. je crois Oh. qu'on a bien fait le tour. Avant de finir, qui sera maillot rose dimanche soir, JB? Dimanche. Je ne partage pas du tout.
Et toi Enzo, qui est-ce que tu vois dimanche maillot rose? Almeida. Almeida. Ok. c'est Choix noté. logique. Bon bah impeccable. Et ben écoutez, moi Mais le tien alors? pour ma part, le maillot rose sera. Eh ben j'en sais rien. Peut-être Carapaz. Allez, Carapaz. On te sent pas très convaincu quand même pour qu'il y ait Non, quelques je suis certains pas qui convaincu Lopez. parce qu'honnêtement, j'en sais rien. Non, je vais dire non. Je vais dire Lennart Kamna. Allez hop. Voilà. Oula. Oula. J'ose. Voilà, j'ose. Il va prendre 9 minutes à cogne. J'ose et je prends des risques. Voilà. Donc Lennart Kamna. Je sais pas si tu prends plus ou moins de risques que moi avec Lopez. J'ai un peu de mal à savoir. C'est le panache, tu sais. Le panache. Je pense Lopez que sera pas loin. quand même moins. Le panache à la française. Bon, messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Merci Enzo d'avoir été parmi nous. J'espère que tu as passé une bonne heure avec nous, une heure agréable. Merci Ouais, c'était à top, tous merci. de nous avoir suivis. On espère que l'émission vous a plu. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, ben, le replay sera disponible sur YouTube. JB, merci à toi aussi. Tes analyses sont toujours au top, même si on n'est pas toujours Bah merci du d'accord. temps. Bah, heureusement, sinon on s'ennuierait. Exact, sinon on s'ennuierait. Et voilà, bah merci à tous et puis bonne soirée. Salut. Bonne soirée, merci. Salut à tous.